Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Sophie Mageran. Bonjour Corentin. Alors aujourd'hui, vous nous emmenez en Lombardie, à Milan et Pavie avec Jean-Michel Sanchez. Oui, tout à fait. C'est un voyage qui est prévu en janvier prochain. Ça va vite arriver, du mercredi 18 au samedi 21 janvier 2023. Et nous proposons une découverte, toujours dans cette gamme des escapades, 4 jours, 3 nuits. Une découverte de Milan, mais aussi de Pavie, qui est toute proche. Il est vrai que ces deux villes sont fabuleuses. C'est l'Italie. Ces villes regorgent de richesses et méritent un séjour consacré entièrement. Alors, nous démarrons par une arrivée à Milan. Et de Milan, nous prendrons directement la route vers Pavie pour rejoindre cette bonne ville de Pavie. La Pavie, qui est connue pour sa fameuse chartreuse, la chartreuse de Pavie, qui a fait l'objet notamment d'un titre, en tout cas dans la littérature. Mais elle existe bien, cette chartreuse de Pavie. Et c'est un ancien monastère de moines ermites, enfin en tout cas de moines chartreux, régis par l'ordre de Saint-Benoît, mais c'est vrai qu'ils vivent un petit peu comme des ermites, on est bien d'accord. Et c'est l'un des édifices les plus importants du gothique tardif en Italie du Nord. Il y a très peu finalement d'édifices gothiques en Italie, si ce n'est justement à Milan et sa région. Milan qui se caractérise avec son Duomo, sa fameuse cathédrale qui est une véritable dentelle de gothique, de ce style gothique tardif et très particulier. Et comment ça est arrivé ce style gothique au nord? C'est l'influence justement du nord de l'Europe qui est descendue avec les échanges, qui est descendue jusque dans cet arc alpin, on va dire, au pied de l'arc alpin, mais qui n'est pas descendu plus bas. Vous ne retrouverez pas d'art gothique dans le reste de la péninsule italique. Il y a un développement propre et tout à fait différent entre le nord finalement de la botte italienne et le sud, à partir, si vous voulez, de la plaine du Pô, qui divise les deux parties de l'Italie. Alors, si on continue avec le Duomo, il est vrai que très vite, nous rejoindrons Milan. Milan avec son fameux Duomo, comme on le disait. Il y a également le quadrilatère de la mode, qui est ce quartier ainsi nommé parce que délimité par 4 rues, la Via Monte Napoleone, Alessandro Manzoni, Via della Spiga et Corso Venezia. Et donc, on y trouve toutes les grandes boutiques des plus grands noms de la mode à côté d'anciens palais milanais. Il est vrai que les maisons de couture italiennes sont très réputées et sans doute toujours plus. Mais en tout cas, c'est dans ce quartier et dans un magnifique hôtel particulier qu'est mort le grand Giuseppe Verdi en 1901. Voilà, c'est pourquoi nous nous rendrons dans ce quartier-là, non pas pour faire du lèche-vitrine, mais pour parler de ce grand auteur, compositeur, bien sûr, italien. Toujours une dimension culturelle chez Odeia, qui est très important. C'est très important, mais c'est bien aussi de voir la vie actuelle. Alors, on est toujours surpris, d'ailleurs, dans ce nord de l'Italie, mais en Italie en général, de voir combien les toilettes sont belles. Il y a une certaine classe. Servicé en italien. Une très grande classe italienne. Les hommes ont toujours des costumes parfaitement taillés avec de très beaux tissus. Les femmes sont également très chic et surtout à Milan. C'est une capitale de la mode. C'est la capitale. Elle a peut-être devancé même Paris, je ne sais pas. Mais c'est une tête de file et c'est vrai qu'ils ont de très très belles réalisation, de très belles maisons. Alors, à Milan, donc, visite du Duomo, évidemment, qui figure parmi les plus grandes églises du monde. Très impressionnante par ses dimensions, d'ailleurs. L'église frappe également par la sobriété de son intérieur. C'est vraiment l'inverse absolu par rapport à l'extérieur, qui est une véritable dentelle, comme on le disait à l'instant. Et donc, on passera également à l'intérieur dans la crypte qui conserve la châsse du grand saint Charles Borromée, cette grande figure de l'Église du XVIe siècle qui a marqué véritablement le christianisme et la chrétienté en Italie du Nord et qui a eu un rayonnement absolument extraordinaire. Grande famille, donc les Borromée.
Et Saint Charles, eh bien, prélat dans l'Église, qui était devenu évêque et qui aura une vie admirable et sera déclaré saint. Alors, on aura également la possibilité de monter sur le toit de l'édifice de manière à admirer justement tout le travail de l'architecture, mais également la vue sur la ville de Milan. Ensuite, eh bien, nous rejoindrons l'église San Satiro, qui est un édifice qui remonte au IXe siècle et rebâti par le grand Bramante en 1478. Il est vrai que à Milan, eh bien, dans cette capitale de la Lombardie, vous avez des artistes qui ont marqué leur temps, notamment eh bien ce fameux Bramante qui a œuvré à Rome d'ailleurs pour la papauté, qui est un grand artiste de la Renaissance, mais bien sûr aussi le grand Léonard de Vinci, qui avait été appelé au service du duc Ludovico Sforza, dit le mort. Léonard de Vinci, eh bien, qui laissera la fameuse scène, la dernière scène. Peinte, non pas malheureusement avec une bonne qualité de peinture, non pas en fresque, mais en peinture qui est extrêmement fragile. Pas très bien conservé. Assez bien conservé, en tout cas très bien présenté dans le château des Sforza. Duc de Milan, on le disait. Donc la grande fresque est là. On a également dans le musée du château de Sforza la dernière œuvre de Michel-Ange, la Pietà Rondanini. Elles ont des noms toujours extraordinaires. Et il est vrai que il faut prendre le temps de visiter ce château, de visiter également la Pinacoteca de Brera, où on admire les œuvres célèbres de Léonard, de Luini, d'Asesto et d'autres. Il faut prendre le temps de découvrir tout cela. Et vous savez que Jean-Michel Sanchez, qui est un grand spécialiste, historien de l'art et grand spécialiste de l'Italie, saura faire partager toute sa passion pour la Renaissance. Et après, vous découvrez donc la basilique Saint-Ambroise. Saint-Ambroise qui était l'évêque de la ville de Milan et qui est un contemporain de Saint-Augustin. Tout à fait. Alors c'est fabuleux de parler justement du grand Saint-Ambroise, l'un des 4 pères de l'Église, comme on l'appelle, et qui est contemporain. Enfin, en tout cas, Saint-Augustin était contemporain et au contact. Le fameux Augustin, au contact de l'évêque de Milan, Ambroise, va se convertir. Et donc, on est là au IVe siècle, fin du IVe siècle. Magnifique histoire, magnifique figure que Saint-Ambroise, et saint patron de la ville de Milan, bien sûr. Donc, très belle façade extérieure que cette basilique, avec des mosaïques à l'intérieur. Et puis, pour terminer, nous rejoindrons ensuite la basilique Santa Maria delle Grazie, où on admirera la fameuse scène de Léonard de Vinci, l'une des iconographies religieuses les plus célèbres de la Renaissance. Donc, vous voyez, j'ai fait une erreur, je le reconnais très humblement. Elle ne se situe pas, cette scène, dans le château des Sforza, mais dans cette basilique Santa Maria delle Grazie. Il faut remettre les choses en ordre. Voilà. Et donc, cette peinture. Et donc, après, vous retournez donc à Paris à partir de Non, vous visitez le quartier des Navigli. Oui, les Navigli, ces fameux canaux, c'est un quartier tout à fait original, avec plusieurs canaux qui sont encore aujourd'hui utilisés à Milan. Vous savez que Milan est une ville extrêmement humide, sans doute à cause de la présence de ces canaux. Et donc, nous verrons également la Conca dell'Econorata, témoignage le plus important de brillants travaux d'ingénierie hydraulique et qui ont permis au cours des siècles un transport fluvial très très efficace à Milan ou de Milan. Voilà, donc c'est intéressant aussi de découvrir tout cela. C'est un beau parcours. Et puis donc l'Italie, l'agence Odeia, vous connaissez bien. Alors évidemment, l'Italie, on pense aux spécialités culinaires. Alors est-ce que, évidemment,
dans l'Italie, les spécialités culinaires, on parle souvent des pâtes, des pizzas, mais alors est-ce que la Lombardie a une spécialité culinaire particulière ? Oui, alors par exemple, vous avez la scalopina, la milanaise. Et voilà. Les scalopes milanaises, ça vient de là. Ce n'est peut-être pas la spécialité la plus fameuse ou en tout cas la meilleure, en quoique, si c'est bien fait, c'est absolument délicieux. Mais malheureusement, ce genre de recette a été travesti, notamment chez nous en France. En France, c'est pas toujours terrible. Oui, c'est ça. Alors qu'en Italie, ça prend une toute autre dimension. Et à Milan, oui, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de bons restaurants. Et puis, on prend l'habitude aussi, vous savez, d'aller au bar. Ça, c'est typique. Alors, partout, vraiment du nord au sud de l'Italie. Le matin, à peine descendu de la maison, de l'appartement, on est dans une société très urbanisée en Italie. Tout le monde habite en ville. C'est très, très, très commun. Vous avez de grandes villes en Italie, très peu de personnes, très peu de petits villages. L'Italie, c'est tout de suite des petites villes. Les villages, ils font 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 habitants. Donc, il n'y a pas moins, finalement. Et toujours est-il qu'on a cette habitude d'aller au bar. On descend chez soi, on rentre au bar et ça prend 2 minutes. Ce n'est pas péjoratif comme ça peut l'être chez nous quand on dit je vais au bar. Ouh là, on s'inquiète. Non, en Italie, on descend, on passe par la caisse tout de suite, c'est efficace, on paye son café, 1 euro, moins d'1 euro encore, ça reste abordable. On prend le ticket, avec le ticket on se rend au comptoir et là il y a un balai extraordinaire où tout le monde demande son café. Alors il y a différentes sortes de café, café macchiato, café lungo, café americano, café cappuccino, café corretto, toutes sortes de cafés finalement. Vous les connaissez bien. Et donc c'est une vraie comédie et c'est vrai que ces bars, voilà, tout le monde passe par là, c'est la case obligée avant d'aller travailler. Et ça, c'est vrai que quand on est avec un guide en Italie, eh bien on fait l'expérience de ce bar où ça dure vraiment 2 minutes. On avale le café en plus, comme ils n'en mettent pas beaucoup, ça dure très très peu de temps. On ne s'assoit pas, ça se fait au comptoir et on s'en va. Et les gens parlent entre eux quand même. Oui, ils parlent entre eux, ça crie, ça hurle, il y a la machine à café, ils sont en train de moudre le grain. Enfin bref, il y a toute une ambiance assez unique. Ce qui est très agréable, je trouve, là aussi en Italie, c'est que vous voyez, les serveurs dans les bars, ils sont tous en uniforme. Pas en jean, t-shirt, plus ou moins propre. En tout cas, il y a un habit. Un vrai service. Un vrai service. Et c'est vrai que dans les restaurants, eh bien, cela se retrouve aussi dans toute la péninsule italienne. Vous avez des restaurants, la plupart, même jusque dans les trattoria, les pizzerias, etc. On vous met une nappe en tissu et des serviettes en tissu. Et bien, ça, je trouve que ça témoigne d'un grand sens de civilisation, finalement. Qu'on a un peu perdu d'ailleurs, ce qui est dommage. En France, je trouve aussi. Eh bien, merci beaucoup Sophie Mageran. Donc on rappelle la Lombardie, Milan et Pavie, du mercredi 18 janvier au samedi 21 janvier. 4 jours, janvier, qui est un temps parfait pour aller en Italie. Visiter une capitale européenne, c'est idéal. Exactement, il ne fait pas trop chaud, l'air est bon et on y mange bien. Merci beaucoup Sophie Mageran. Merci Corentin. À la semaine prochaine. À très bientôt. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.